Je sais que vous êtes impatient d'écouter l'épisode du jour, mais je voulais juste vous avoir et avoir votre attention pendant 2 petites minutes. Si ce podcast existe, si Money Tree existe, si Money Tree peut sortir 2 épisodes par semaine de manière gratuite pour enrichir vos connaissances, pour permettre de monter en compétences, pour vous permettre aussi d'en savoir plus, de découvrir des gens, des choses, de vous ouvrir l'esprit sur tout le monde de l'investissement et particulièrement aussi de l'immobilier, eh bien, si tout ça est possible, c'est grâce à Artae Immobilier. C'est Artae Immobilier aujourd'hui qui porte le podcast. Vous savez qu'il y a une équipe sur ce podcast. Et je voulais vous parler justement d'Artae Immobilier aujourd'hui parce que c'est une société que j'ai créée pour vous accompagner, pour accompagner les investisseurs locatifs qui n'ont pas le temps, pas l'expérience, pas les compétences, encore moins le réseau, et peut-être rien de tout ça aussi, ou des fois juste pas l'envie. Que vous soyez investisseur débutant, que vous soyez investisseur aguerri, Artae, c'est toute une panoplie de services à destination des investisseurs, des services clés en main pour vous accompagner sur la définition d'un projet, d'un besoin, d'objectifs, d'horizon d'investissement, mais également à l'acquisition du bien, la phase de rénovation et de travaux qui est une phase très critique et dont l'exécution est hyper importante, la phase d'agencement, ameublement et décoration, la phase de mise en location, de gestion locative et également d'arbitrage avec de la transaction qui est aussi possible chez nous. Artae, c'est une équipe d'une 15aine de personnes basée majoritairement dans le sud-ouest de la France et en région lyonnaise, ainsi qu'au Portugal et aujourd'hui en Amérique du Nord, avec notamment une première localité qu'on a ouverte il y a quelques semaines, qui est la Floride. Artae a vocation de se développer encore davantage, mais pour le moment, on se focalise sur des marchés qu'on connaît par cœur, avec une équipe très légitime sur tous les sujets relatifs à l'investissement locatif pour accompagner au mieux nos clients qui aujourd'hui sont clairement très satisfaits de nos services et nous recommandent de plus en plus. Donc si ça vous intéresse de discuter d'un éventuel projet et de voir s'il y a des synergies entre Artae et vous et vos projets immobiliers, on peut en discuter volontiers, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, on passe beaucoup de temps en amont aussi avec nos clients, avec nos prospects même je dirais, à définir le besoin pour qu'ensuite ils deviennent justement clients et que tout se déroule sans accroc. Eh bien tout ça c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez directement prendre un rendez-vous sur le site artae.imo et en profiter pour découvrir aussi nos réalisations et notre fonctionnement sur ce tout nouveau site dans lequel on a mis beaucoup de cœur et de passion. Et puis vous pouvez aussi nous écrire de manière libre à contact@artae.imo. N'hésitez pas aussi à nous appeler, le numéro de téléphone est disponible sur le site. Il se peut des fois que les mails passent en spam, vous le savez. Sur ce, je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Où il y a vraiment une liste, tu vois, des mauvais payeurs locataires. Donc Chez nous, il y a la liste noire. Ça s'appelle la liste noire. Ouais. C'est une liste noire, c'est que si t'as fait des conneries avec les banques et tout, que t'as pu payer tes crédits ou qu'ils ont dû saisir quelque chose, là c'est la liste noire. Ouais. Avant ça, j'avais un locataire et j'entendais pas. Moi, je faisais mes trucs. Et tout d'un coup, je dis, je vais faire contrôler les loyers. Ça fait déjà 6 mois qu'il avait pas payé. Ah ouais, t'avais pas vu ça. Et le mec, il s'est dit, s'il dit rien, je vais tant continuer, que ça clair. passe, ça passe. Ah ouais. Après, il a galéré pour rattraper, t'imagines, ouais. pour rattraper. Après, il sort des excuses bidons. Pour ça, dès qu'il y a un impayé, il faut être dès qu'il y a un ferme, impayé, quoi. maintenant, je suis vraiment sur le, je suis vraiment sur le truc. Ouais. Ouais. C'est malheureux à dire, mais les investisseurs immobiliers, ils s'enrichissent de le malheur des autres. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Geoffrey. Salut, ça va? Ça va et ça va? Ça va, ça va. Hein, t'es stressé un peu ou pas? C'est la première fois que je fais ça en fait. Ok. Geoffrey, on vient juste de se rencontrer. On se connaît pas, on n'a pas échangé. T'avais échangé avec Laura un petit peu avant Laura qui est notre podcast manager. Entre autres, fait plein d'autres choses, Laura. Mais voilà. T'as un parcours assez atypique, tu vas nous en parler. Déjà, tu viens de Belgique, c'est atypique ça? Ça c'est déjà atypique, ouais. Ça, c'est vrai. Non, sur le podcast, c'est atypique, parce qu'effectivement, tu me disais, est-ce que c'est le premier habitant de Belgique que tu reçois? Et je te dis oui. Clairement, oui. Donc c'est cool parce que j'ai envie de parler aussi d'investissement immobilier
en Belgique, la fiscalité, tu vois, les possibilités, peut-être tu vas nous parler pas mal de chiffres et tout. Donc on va essayer de tout faire rentrer en 1 heure, mais ça va être chaud parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense. Je vais te laisser, si tu veux bien, te présenter déjà, en premier lieu, nous expliquer un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, et puis je me permettrai de te couper si besoin pour te poser des questions auxquelles j'ai envie de réagir. Ok, je m'appelle Geoffrey Mine, j'ai 41 ans. Je suis père de trois enfants en fait. 2 enfants qui sont en moi et un enfant qui est à ma copine. Allez, comment je veux dire ça maintenant? Ma fiancée, dis ça comme ça. Alors, ils ont 12, 14 et 16 ans. Moi, je suis dans l'immobilier depuis déjà plus que 10 ans, même 15 ans. Et ça s'est commencé au début juste par curiosité. Et après, ça s'est évolué dans un sens que, voilà, c'est devenu ma profession. D'où tu viens justement avant tout ça? C'était quoi ton enfance, un peu, ton parcours? J'étais très mauvais à l'école, alors j'ai pas voulu faire des études. J'ai fait le con un peu et j'ai choisi le chemin le plus facile et j'ai fait le bâtiment. Et j'ai arrêté au plus vite. Alors à mes 18 ans, j'ai arrêté, j'ai pas continué, j'ai même pas de diplôme. Alors je voulais travailler et après le premier jour de travail, c'était l'instant instant regret, comme on dit. Ouais, grave. C'était quoi ce travail? C'était dans le bâtiment, mais en fait à l'école on joue, on rigole, on est avec les potes, tu vois, et une fois qu'on est dans la vraie vie, là c'est carrément autre chose. Les gars ils rigolent pas, tu vois. T'es dans une équipe où il y a des anciens qui savent déjà 20, 30 ans qui sont dans le bâtiment. Là t'arrives et bah voilà, tu commences en bas. Et là c'était vraiment dur. J'ai vraiment eu dur. Et je voulais bien sûr retourner à l'école, mais après voilà, c'était pas possible. Et les premiers 10 années quand j'ai sorti de l'école, c'était vraiment tous les jours me lever et penser qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et j'avais pas vraiment un but dans ma vie. Alors j'ai enchaîné avec 1 million de boulot. J'ai vendu des fruits et légumes à 7 € de l'heure et j'ai rempli des rayons dans les magasins. J'ai fait un peu de tout. Alors ensuite, j'ai réussi à faire quelque chose que ça faisait déjà longtemps que je voulais le faire, et ça c'est en fait travailler dans une agence immobilière. Ouais. Mais pourquoi t'as eu cette envie? Parce qu'en fait, j'avais un cousin qui était dans l'immobilier, mais lui était super doué. Alors moi, je voulais toujours faire ce que lui faisait parce que dans mes yeux, c'était quelqu'un de vraiment qui avait beaucoup de succès. Et c'est à quoi que tu voyais qu'il avait de succès? Parce que marrant, quand j'allais travailler, j'allais en vélo et je le croisais tous les matins et lui il me croisait avec son nouvel X5. Il me faisait toujours signe. Je dis moi il pleut ici, je dois aller. Je travaillais même à cette époque-là en tant que marbrier. À cette époque-là, c'était pas facile. Et lui il passait, on se faisait signe et tout. Et après je disais mais non, moi je veux cette vie-là aussi. Tu vois, l'immobilier, gagner de l'argent. En plus il gagnait bien sa vie. Donc t'avais vraiment associé l'immobilier à l'argent. Ouais. À la réussite et à l'argent. Ça. Ça, c'était le premier truc parce que c'était ça qui m'intéressait. Et un jour, je vois une annonce dans un journal qui cherchait comment on dit ça en français, un prospecteur, quelqu'un qui cherche des biens pour l'agence immobilière. Alors, tu devais pas vraiment être expert immobilier. Plus commercial, quoi. Ouais, commercial. Alors, je me suis lancé là-dedans. L'agence immobilière, ils m'ont donné une chance pour le faire et j'ai vraiment bien fait. Alors, ce que je voyais, c'est que en fait, je rentrais des maisons pas chères, je les revendais. Souvent, je pouvais faire une vente, je les revendais à des investisseurs, et 6 mois plus tard, ils me rappelaient pour dire, regarde, on la revend. Mais je dis, c'est un truc de fou, la différence, qu'est-ce qu'ils gagnent? Et t'étais surpris par la marge qu'ils arrivaient à faire juste en faisant un aller-retour, quoi, sans forcément. Ils faisaient des travaux quand même ou pas? Ouais, souvent pas. Alors, et moi, je passais des bonnes affaires et moi, je faisais mon boulot. J'étais déjà content avec mon salaire et que je devais plus mettre les habits de maçon. Je veux dire ça comme ça pour aller travailler. Je pouvais aller bien saper. T'étais payé à la commission ou? Non, c'était un fixe. Fixe, ok. Ouais, c'était un fixe en fait. Donc là, toi, ton but, c'était finalement de faire rentrer des mandats à l'agence, quoi. Ouais, c'est ça. D'aller chercher des mandats à l'agence et voilà. Et la plupart des fois, je faisais pas les ventes. Je faisais souvent, mais la plupart des fois, je rentrais le contrat et après, ils me voyaient plus. Ouais. Après, c'est le vendeur qui s'occupe de l'affaire. Ok. Donc là, t'as mis le premier pied dans l'immobilier. Ouais. Ça t'a donné le goût de l'immobilier. T'as vu qu'il était possible d'acheter et de revendre avec une plus-value. Ouais.
Et c'est ça qui t'a donné envie de faire pareil? Ouais, c'est ça qui m'a donné envie. Et ensuite, j'ai trouvé un premier bien. Parce que bien sûr, si on est dans l'immobilier, on est à la source des bonnes affaires. Alors, mon premier bien que j'ai acheté, mais ça, c'était pas un achat-revente, c'était vraiment un achat pour faire une rénovation et ensuite revendre. Je l'ai fait à 20 000 euros. C'est une maison que j'ai achetée à 20 000 euros. Ah ouais, 20 000 euros la maison? Ouais, 20 000 euros la maison. C'était quand ça? C'était quelle année? C'était en 2008-2009. Ok. Et déjà 15 ans. Ouais. Et là, comme que je travaillais encore pour mon boss, je l'avais acheté et que les week-ends ou le soir, j'allais travailler. Alors ça m'a pris 1 an pour la rénover. Mais elle a été vendue même avant publication à 190 000. Ah ouais. Et j'avais investi environ 60 000. Ah ouais. Donc ça fait une sacrée plus-value. Ouais, ça c'était une sacrée plus-value. Et qu'est-ce qui explique que tu l'avais acheté 20 000? Le truc, c'est que dans la ville où que je vis, il y a beaucoup des maisons abandonnées. Okay. Alors, je voyais lesquelles ils étaient abandonnés et lesquelles ils étaient mal entretenus. Ouais, alors ça, c'était vraiment une maison abandonnée. J'avais fait mes recherches. Là, le propriétaire était dans une maison de retraite. Sa fille, elle s'occupait pas. Et j'ai été voir. Et l'affaire a été conclue en même pas une journée. Ok, belle affaire. Pour une première, ça donne confiance. Ça, c'était la première. La première. Ouais. Ok. Donc, t'as eu envie, j'imagine, de réitérer parce que tu te disais c'était facile. Oui. Ouais. Et après, avec l'expérience que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est pas toujours bien d'avoir une si bonne affaire au début parce qu'après, t'as trop de confiance. Oui, puis tu attends trop t'as un référentiel qui est assez haut. Ouais. Et donc, tu attends d'avoir les mêmes choses et t'as du mal à acheter. Si tu te refais une maison et tu gagnes 10 000, tu dis, c'est rien, mais 10 000 euros, c'est énorme. 5 000 euros, c'est énorme. Mais au début, si tu gagnes autant, voilà. Et... Qu'est-ce que t'as fait avec ce premier argent? On était en train de construire à l'époque, moi et la mère des enfants, et on avait investi là-dedans. Ok. On avait investi là-dedans. Donc tu t'en es pas servi en te disant ça va être mon outil de travail pour pouvoir acheter d'autres? Non, parce que en fait, or que j'ai acheté, rénové et vendu avec un grand bénéfice, j'avais pas assez d'expérience pour gérer l'argent en fait. Si je pourrais retourner dans le temps, j'aurais mis une partie à gauche, une autre partie à droite et investi différemment. Mais là, non, j'ai tout pris, j'ai tout claqué pour ma maison que j'étais en train de construire. Est-ce que tu l'avais acheté ces 20 000 euros avec de l'argent en cash? Non, banque. Tu avais fait banque? Ouais. Okay. Et à l'époque-là, les banques, ils prêtaient à 110%. Et ils te prêtaient, donc ils t'ont prêté sur une durée longue, mais toi, t'as vendu vite, quoi. Ouais, c'est ça? Ouais. Okay, donc t'as emprunté pour faire du locatif. Et t'avais prêté à la base. Parce que ça, c'était le petit astuce que j'avais trouvé avec les banques, c'est que si tu vas à la banque pour emprunter pour courte durée, ils sont pas trop fins. Oui. Alors tu leur dis, voilà. Comme en France, c'est pareil. Je prends longtemps et après, non, j'ai changé d'avis et je la revends. Ok. Et donc là, t'as eu une plus-value sur la revente, comme en France, il y a j'imagine une imposition sur les plus-values? Ouais. Alors là aussi, en fait, en Belgique, c'est comme ça que si tu mets ton domicile toi-même pendant 12 mois, tu payes pas de plus-value. Ah, donc tu avais déclaré que c'était une résidence principale? J'avais déclaré mon domicile là-bas. Ton domicile là-bas, ok. J'avais fait ça. Mais si on l'aurait pas fait, j'aurais payé quand même pas mal. Ouais. C'est combien l'impôt sur la plus-value en particulier? Imaginons, sur un particulier, c'est 16% émis sur la plus-value. Alors, je vais donner un exemple. Si tu achètes par exemple une maison à 100 000 euros et tu la revends 200 000 euros. Sans rien faire? Sans rien faire, tu as 100 000 euros de bénéfice, tu payes 16 000 et demi. C'est 2 fois moins cher qu'en France. Ouais. Mais imaginons que tu as fait 10 000 euros de travaux. Oui. La plus-value commence qu'à partir de 110 000. Alors tu payes que sur 90 000. Oui, la plus-value vraiment réelle. Ouais. Parce qu'en France, c'est 36,2. Ouais. C'est quand même, Mais en Belgique, et ça c'est quelque chose que moi j'ai eu, il y a eu une période que j'en faisais beaucoup. Ouais. Et c'était même une période que j'avais arrêté l'immobilier et j'étais limite au chômage et je faisais quand même encore les maisons. Ouais. Et là, je me suis fait griller par le fisc parce que j'en avais fait 3 en 3 mois. Ouais. Et là, ils m'ont dit, mais toi, t'es marchand de biens. Ben oui, oui. Et là, ils ont essayé de me taxer à 50% presque. Ok. Ouais. Parce que après, donc, maintenant, ce que tu fais toi à titre professionnel, c'est marchand de biens? Alors, tout ce que je mets en location, c'est privé. Ouais, location privée. Okay. Mais parce que maintenant, je fais moins ça qu'avant. Acheter et revendre, c'est en professionnel. Sinon, on va y revenir après. On parlera du statut de marchand de biens en Belgique et toutes les différences. Ok. Donc là, tu as fait ce premier. Mais tu as, on va dire, dépensé, en fait, tu as investi dans ta maison quasiment tout l'argent. Ouais. Comment tu as fait pour refaire ceux d'après? Comme que je disais, à cette époque-là,
la banque, elle prêtait à 110%. Ouais. Alors, même pour le prochain achat, j'avais pas besoin d'apport. Même si ils ont vu que tu as vendu tôt et que tu avais emprunté sur une durée longue. Disons que la personne qui travaillait à la banque, c'était quelqu'un pas qu'on connaissait vraiment bien, mais on avait un bon contact. On avait un bon contact et elle savait qu'est-ce qu'on faisait. Et ça, donc là, tu étais toujours en parallèle agent immobilier. À cette époque-là, enfin, pas agent immobilier, mais tu sourçais. Oui, à cette époque-là, oui. Et comment ça s'est passé après les transitions? Tu peux nous dire la suite? Après, j'ai eu. Tu veux dire la transition de. Comment ça a évolué ta vie professionnelle à côté de tes projets d'achat-revente, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué dans l'immobilier parce que bien sûr, ça c'était la source pour avoir des biens. Et j'ai arrêté après peut-être 4-5 ans dans l'immobilier pour la simple raison que nous, on est dans un secteur là-bas où que j'habite, où que les agents immobiliers, vraiment, s'ils avaient une arme, ils s'entretueraient. Ah ouais? Ouais. C'est la guerre. Oui. Ah ouais. Le truc, c'est que là, ils se battent vraiment pour rentrer un bien. Ah ouais. Et je sentais que ça arrivait parce que tu rentres un bien à tel pourcent, l'autre agent immobilier, il te casse, il prend tes clients et moi, je voyais que ça allait tourner mal. Et je me suis arrêté à temps parce que je voulais pas jouer dans ce jeu-là. Et comme que je vois maintenant, autant d'années après, c'est toujours le même. Alors, je suis content que je vais arrêter dans l'immobilier là-bas. Et là, je me suis concentré que en acheter, rénover et revendre, en fait. Ok. Ouais. Donc, tu as fait ça avec du crédit au départ? Tout en crédit. Tout le temps? Ouais, tout le temps. C'est quoi les types? T'as des anecdotes ou nous dire déjà combien de volumes t'as fait depuis de projet? Le moment que j'ai arrêté de travailler? Non, à partir de ce moment-là, t'as commencé donc à faire que de l'achat-revente, t'as dit? Et combien t'as fait de projets depuis? Je pense achat-revente, si on compte les rénovations, environ 200, 250, quelque chose comme 200, 250. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ça fait beaucoup de projets. Ouais. En fait, je dis jamais non, presque jamais non. S'il y a une affaire qui se présente, même si elle est un peu intéressante, je dis oui. Même si je prends 3 000, 4 000, 5 000 euros, j'achète, je revends. Ok. Et ça m'est arrivé de prendre beaucoup, ça m'est arrivé de prendre quasi rien, mais voilà. Et ça, c'est des projets que tu fais financer tout le temps? Mais là, t'es structuré maintenant de manière professionnelle, donc tu empruntes l'argent sur du court terme? Ou tu fais comment ça se passe? Là, c'était sur de court terme. Court terme, ok. Parce que les banques, là, ils savent que t'es marchand de biens. Ok. Comment ça se passe le prêt court terme quand t'es marchand de biens en Belgique? Dans quel sens? Combien ça coûte? Quel type de banque te prête? Parce que tu vois, en France, par exemple, ce sont les pôles immobiliers qui prêtent, les mêmes qui prêtent aux promoteurs immobiliers, qui prêtent aux marchands de biens. C'est pas les banques classiques qui vont prêter. Toutes les banques. Toutes les banques prêtent? Toutes les banques prêtent. Et l'une banque, elle est plus difficile que l'autre, mais toutes les banques, ils prêtent à les professionnels. Ok. Ouais. C'est quoi les taux actuels, là, par exemple, pour si on veut faire de l'achat-revente en Belgique? On est aussi, si on veut faire du achat-revente, on est sur du 3-4%. 3-4%. Ok, c'est pas cher. Sur combien? C'est quoi les durées? Nous, on prenait chaque fois sur 18 mois. 18 mois? Ah ouais, non. Après, c'est quoi? Prolongeable ou... Ok. Souvent, ça nous arrivait de prolonger parce qu'on achetait autant de maisons qu'on avait un inventaire de 10-15 maisons, mais tu dois les faire en un an et demi. Et si tu les achètes tous en même temps, bien sûr, il y en a certains qui traînent. Et ceux qui traînent tout longtemps, on les revend quand même, au lieu de les rénover. Ok, donc tu revends comme ça pour juste que tu n'aies plus la ligne de crédit. D'accord. Parce que sinon, la banque, elle demande, vous faites quoi en fait? Vous ne vendez pas ou... Alors, les banques veulent voir que ça bouge en fait. Ok. Donc là, c'est du crédit in fine et tu dois rendre à la fin. Tu dois rendre à la fin des 18 mois. Okay. Et tous les mois, tu payes les intérêts. Mais 3-4%, c'est vraiment pas cher parce que, tu vois, en France, par exemple, un marchand de biens, il va se financer sur un taux qui est indexé sur le Euribor, que le taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, je sais pas, qui doit être... je sais pas, mais en tout cas, là, il y a quelques mois, il était autour de 3,5. Plus après, ils vont ajouter leur marge, tu vois. Donc, tu es plutôt à 8-9. Là, tu étais plutôt à 8-9, maintenant peut-être plutôt 7-8. Et donc, c'est... Alors qu'en Belgique, ils te financent sur des taux... Ouais, mais le truc, c'est qu'en Belgique, ça change tout le temps. Alors, la banque, elle va te donner des conditions en septembre. Et aujourd'hui, ils font semblant qu'ils n'ont jamais... ça n'a jamais existé. Alors, ça change tout le temps. Et c'est pour ça... en tant que marchand de biens,
Le futur est toujours incertain parce que tu peux te lancer dans un projet, tu es dans un flow et tout d'un coup la banque a dit on ne suit pas, pourquoi pas. On a toujours tout remboursé, on a toujours bien fait le boulot et mais maintenant ça change. Et ils te demandent un minimum d'apport. Là, il faut un apport, toujours 20%. Ok, plus comme les en frais. France, comme en France sur les marchands. Et après, si tu es dans un plus grand volume, là, ils demandent 30%. Ok. Et maintenant, tu finances des fois des projets juste en fonds propres comme ça, 100% en apport, ou tu fais toujours un financement systématique à chaque projet? Toujours. Ok. Toujours en financement. C'est vrai que si c'est les taux, comme tu dis, ça reste abordable. Ouais. Ok. Donc, tu as fait quoi comme type de projet dans ces 200 et quelques projets? Alors, la plupart, c'est des maisons de rangée. Ok. Maison de rangée, ça veut dire quoi? Maison de rangée, c'est maison 4 ou 5 mètres de façade et entre des autres maisons. Et ouais, donc tout est mitoyen, tout se touche. Ouais, les mitoyennes, okay. C'est ça. Ouais, okay. La plupart des maisons, c'était des comme ça. Et après, pendant le Covid, ça c'est à la fin quand je faisais des stages à revendre, c'était que des villas que j'achetais qui étaient construites dans les années 60-70. Ouais. Je faisais des villas de luxe avec piscine. Okay. Et je les revendais comme ça. Mais pendant le Covid, ça a cartonné parce que personne ne pouvait voyager. Alors tout le monde voulait sa baraque avec la piscine. Oui, alors, les gens quittaient les centres-villes et voulaient. Ça vendait. Même les gens, ils venaient me voir. Et l'argent n'était pas cher. Donc ils pouvaient acheter pas cher. Les gens, ils venaient me voir. Même avant que je finissais le projet, on achète. On n'avait même pas encore défini un prix, mais les gens voulaient être sûrs que c'était pour eux. Ok. Comment tu t'es formé du coup à tout ça, à l'achat, à la revente, aux travaux, parce que comme que j'avais déjà, j'ai toujours été dans le bâtiment, j'avais déjà une bonne base. Et après, mais quand t'es maçon, l'électricité, la plomberie, le placo, c'est ça. Moi, je fais pas l'électricité et chauffage ou n'importe. Je laisse faire des professionnels. Okay. Alors, donc tu délègues, toi, t'as quand même délégué majoritairement à chaque fois les travaux. De toute façon, si tu fais 10-15 projets par an, c'est pas possible. Le premier projet, je faisais, et il y avait mon père qui est super doué en électricité et sanitaire, lui m'a aidé là-dedans. Et ensuite, il y a presque toujours lui qui m'a aidé. Après, lui a arrêté son boulot, il travaille déjà toute sa vie à l'usine, il a arrêté son boulot pour revenir travailler en sous-traitance. Pour moi, en plein temps, il faisait tous mes chantiers sanitaires, électriques, VMC, tous les trucs comme ça. Et maintenant, mon père est déjà... il y en a eu marre, bien sûr. Et j'ai des autres... bien sûr, quand tu es si longtemps déjà dans le secteur, tu connais du monde. Et bien sûr, j'ai plusieurs électriciens qui sont en dispo pour moi ou des chauffagistes. C'est chaque fois fait par des... Mais moi-même, je faisais le gros œuvre, maçonnerie, toiture, tout ça. C'est quoi les garanties et les assurances que tu dois avoir quand tu es marchand de biens en Belgique? La garantie décennale. Garantie décennale. Ok. Mais en fait, il faut l'avoir, la garantie décennale. Mais la garantie décennale, c'est vraiment... c'est une assurance que tu es obligé à prendre, mais elle te couvre... En fait, c'est bien quand les gens ils achètent une maison à toi et que la maison elle commence à fissurer. Des trucs comme ça. Mais tout ce qui est, disons, malfaçon, c'est toujours un point de discussion. Mais il faut l'avoir, l'assurance. En tant que personne physique, là, tu n'as pas besoin. Et oui. Tu n'es pas considéré comme un professionnel. Oui, mais maintenant, les dernières années, il y a beaucoup qui achètent, rénovent et revendent, mais ils bricolent. Et maintenant, quand ça part en justice, ça peut retourner bien contre toi. C'est quoi le taux d'imposition des sociétés en Belgique? On est à presque 50%. 50%? Non. Je pense que c'est 45%, quelque chose comme ça. Ah ouais? Belgique, c'est connu pour les impôts. Ah ouais? Parce qu'autant tu vois la plus-value que tu disais tout à l'heure, 16% sur l'immobilier personnel, c'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est que si on fait trop en personne physique, on se fait allumer. Oui, mais bon, je veux dire, même si tu as un bien que tu as détenu pendant 5 ans, tu vois, ou 10 ans, t'es pas... Après 5 ans, tu n'es même plus taxé. Ah, à 5 ans, tu es exonéré sur la location, hein. Sur un bien locatif que tu avais? Non. Tu achètes un bien en personne physique. Tu achètes un bien, tu le gardes 5 ans, tu l'achètes 50 000, tu le vends après 5 ans. 300 000, tu payes rien. Oui, non, ce que je veux dire, c'est souvent un bien locatif que tu as acheté, ou même tu as mis en travaux pendant 5 ans. Ah ouais? Tu dois pas vraiment le louer, en fait. Ah ouais.
Tu dois juste avoir en propriété. Mais aussi, là, si le fisc, il voit que par exemple, cette année, tu en achètes 5. Oui, ça, et là, dans 5 ans, tu les revends tous les 5, ils vont dire, ouais, mais là, non. Mais c'est incroyable, cette disparité entre la fiscalité personnelle et la fiscalité professionnelle. Ouais. Mais en tant que professionnel, tu mets tout dans tes frais. Ouais, d'accord, mais 50% de 45 ou 50% d'IS, c'est beaucoup. D'impôt sur les sociétés, c'est beaucoup. Donc, ok, bon. Et qu'est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes plus grosses galères que tu as vécues en tant que marchand de biens en Belgique? Les plus grosses galères, c'est qu'on achète et on rénove et on vend. Ouais. Alors en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, les gens, ils sont vraiment difficiles, je veux dire ça comme ça. Vraiment, ils vont regarder dans les coins la plainte si elle n'est pas bien faite. T'inquiète, les Français, ils sont chiants aussi. C'est vrai. Tout le monde est chiant, tout l'être humain, tous les particuliers. Ça, c'est Le problème, c'est aussi que quand j'achetais et je revendais, souvent je faisais les visites moi-même et les gens, ils se permettaient de, par exemple, c'est toi qui as fait la maison, tu sais pas bouger le radiateur de là à là. Pendant que la maison, elle est finie. Non, c'est impossible. Et moi, j'ai appris qu'il doit avoir une certaine distance entre l'acheteur et le vendeur. Après, c'est dans cette période-là que j'ai commencé à plus travailler avec des agences. Parce que c'est le cas de tous les agents des marchands qui font du volume. En France, pareil. Et ils stoppent. En fait, ils veulent pas être en frontal avec l'acheteur parce que, comme tu dis, l'acheteur il va t'identifier, il va te demander ci, ça, et même au compromis, si tu commences à aller au compromis et tout ça, et c'est jamais fini en fait. Tu vois, c'est toujours. Je comprends. Et les gens ils demandent, comme si tu leur devais quelque chose, alors que tu t'es déjà mis d'accord sur un prix, un truc, une maison en l'état. Tu vois, compliqué ça. Et moi, je pense qu'avec maintenant, on a plus. On prend le téléphone, on a toutes les informations qu'on veut. Avant, les gens, ils étaient moins informés. Ils étaient moins chiants. Maintenant, tu achètes une maison à quelqu'un, ta porte, elle se ferme pas bien. Toute la nuit dans ton lit, tu lis des trucs là-dessus, comment ça se fait. Et le lendemain, le client, il t'envoie la patate de messages pour des conneries, en fait. C'est vrai. Les gens, ils sont surinformés. C'est vrai. Hein. Et surinformés, mais du coup, ils sont très informés, mais ils maîtrisent mal l'information et les sujets. Donc voilà, il y a le DPE aussi en Belgique, là, le diagnostic performance énergétique. Oui. Ok, donc tu dois vendre avec telle note. Tout ça. Oui. Okay. Parce que si tu revends une maison, par exemple, à rénover, chez nous c'est de A, B, C jusqu'à F. Si tu es en E ou F, tu es obligé de descendre en dessous le D dans les 5 ans, sinon tu tapes une amende. Ah oui. Il y a une amende. Donc alors que nous, c'est juste que tu peux plus louer. Donc pour l'instant, aujourd'hui, ça n'impacte pas, tu vois, les propriétaires qui achètent pour vivre, mais ceux qui veulent louer, par exemple, tu as des lettres pareilles, donc nous, ça va jusqu'à G. Tu vois, à partir là, de 1er janvier 2025, tu n'as plus le droit de louer les G. 2028, c'est une autre. 2034, c'est une autre. Tu vois, Chez nous, c'est aussi comme ça dépend de ville en ville. Ok. Mais par exemple, si tu es en E ou F, tu ne peux pas indexer. Ah ouais. Ouais, indexer le loyer, remonter le loyer. Tu peux pas faire ça. Alors là, nous, pour l'instant, on n'en est pas là sur. Enfin, on en est là sur les G et tout ça, mais pas sur tous. Ok, bon, intéressant. C'est quoi le plus gros projet que tu as fait? Le plus gros projet que j'ai fait, c'était un achat-revente. Or, le premier que j'ai fait, c'était un achat-revente. En fait, c'était une maison, elle était à vendre, je pense, plus que 500 000, peut-être 600 000. Mais elle se vendait pas facile. C'était une villa, vraiment dans un très bon état. Elle avait déjà une piscine. C'était une très belle maison. Mais elle était emplacée derrière une usine. Et la villa, elle appartenait au directeur de l'usine. Ok. Mais donc lui, il s'en foutait un peu. Ouais, mais lui, il voulait vendre. Lui, il vendait, mais c'était limite un peu un escroc. Alors, il avait mis une agence pour vendre. Et la maison, elle se vend. Elle se vendait parce qu'il avait mis à 600 000 et après ça a descendu et je pense qu'ils avaient trouvé des acheteurs à 400 000. Moi je dis ça peut-être après 1 an de vente parce qu'elle était derrière l'usine. Et après derrière l'usine il y avait la maison et derrière la maison il y avait des champs. Et il avait trouvé des acheteurs et les acheteurs ils étaient contents et tout, mais le moment du compromis ils disaient gars c'est bon 400 000 mais vous devez signer maintenant que vous comment on dit ça que vous pouvez pas m'arrêter si je continue à construire l'usine autour de la maison. Ah ouais. Et ils ont dit non.
Alors, parce que lui, il gardait l'usine et il allait développer l'usine. Il voulait développer l'usine, mais c'était du terrain agriculture, on dit ça comme ça. Alors, jamais il pouvait construire. Alors, l'affaire, elle tombe. L'agent immobilier, je le connais. Il dit, merde, je suis deg et tout, la maison, elle se vend pas. Et je dis alors, c'est quoi l'histoire? Il m'expliquait. Bien sûr, le vendeur il était frustré aussi. Moi, je vais voir le bien. Je dis à l'agent immobilier, je dis, fais une offre de 320 000. C'était du bluff. Une heure plus tard, il m'appelle, c'est bon, il dit, c'est bon. Ah ouais? C'est bon. Mais tu dois signer aussi. Moi, je dis, il n'y a pas de problème, je signe. Je signe, il n'y a pas de problème. Et j'avais pas visité la maison, j'avais que vu sur photo. Je vais visiter la maison. Une fois qu'il avait donné l'accord, je dis, je vais quand même, il fallait voir. Et je poste sur Instagram une photo comme ça, que je suis à la piscine. Et 2 minutes plus tard, je reçois un message des gens qui avaient acheté à 400 000. Mais non. Mais eux, ils savaient que j'achetais, je revendais. Et tout. Ah, elle est à toi la maison et tout. Je dis, elle est à moi. Et tu la revendrais pas? Je dis, je sais pas, pourquoi? Non, vous voulez l'acheter à 400 000. Je dis, c'est bon, 400 000. Et le lendemain, on s'est vu, on a signé. Ah ouais? Incroyable ça, c'est incroyable. Et les gens, ils te suivaient sur Instagram? Ils ont vu ça sur Instagram? Ah ouais? Et à toi, on fait confiance. Pourtant, je leur ai fait signer aussi la même truc parce que moi, j'ai signé l'usine. Mais moi, j'ai expliqué que voilà, c'est terrain agriculture, je sais pas comment on dit ça. Il va jamais pouvoir construire. Ils ont fait confiance et jusqu'à maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de projet. Il n'y a rien impossible. Ouais, c'est fou. Ça c'est fou. Il s'est tiré une balle dans le pied, là, le vendeur, quand il t'a... mais après, lui, il s'en foutait sur 100 000 €. C'était quelqu'un d'hyper fortuné. Ok. Bon, ça, c'est la vente facile, quoi. Ça paraît facile quand tu le racontes comme ça. Ça, c'était très facile, Et même là, pas besoin de banque. Je connaissais un gars qui m'a prêté de l'argent et comme ça. Et parce que le moment que moi, j'avais signé le compromis, le lendemain, j'ai signé le compromis avec les autres gens. Et 3 mois plus tard, moi, le matin, j'ai passé l'acte. Et 1 heure après, j'ai repassé l'acte d'achat. De revente, Alors, le gars, il a perdu son argent, même pas une journée. Ok. Et comment ça se passe d'ailleurs une vente en Belgique? C'est quoi le process, tu vois, offre d'achat, compromis? Alors, il y a une offre d'achat, ou bien tout de suite compromis. C'est un notaire aussi? Non, le compromis, on peut le faire entre nous. En agence, ça comme en France, Même une feuille bidon, mais maintenant, de plus en plus, les notaires, ils disent, mais maintenant, on va quand même faire un compromis pour que c'est bien net. C'est mieux de faire un acte. Et après, on a 4 mois. On a 4 mois et souvent, ça se fait en 3 semaines. Tout dépend si la ville, elle coopère ou pas, parce que bien sûr, ils ont des recherches à faire. La ville, elle a le droit de préemption, elle peut acheter? Ça dépend. Ça dépend des secteurs. Je me suis déjà fait avoir 4 ou 5 fois comme ça. Vraiment des bonnes affaires. Et en plus, la ville, ils voient c'est qui achète, ils voient mon nom, ils disent, mais là, ça doit être une affaire, on le garde. Et après, ils mettent une nouvelle construction pour des maisons sociales ou quoi. D'accord. Et tu as des conditions, tu peux te couvrir avec des conditions de financement comme en France? Tu dis que tu vas emprunter, si tu n'arrives pas à emprunter, que tu as des refus, tu peux te sortir de la vente? Et en fait, en Belgique, je ne sais pas si tu savais que c'est divisé en 2 parties, flamand et wallon, francophone. Et toi, tu es les deux en fait. Moi, je suis vraiment un flamand. Mais tu parles bien français. Mon père c'est un français, ma mère c'était une flamande et voilà. Ma compagne elle est aussi francophone. Mais ce que je vois, c'est qu'en Flandre, en fait, avec 2 semaines, tu dois régler ton crédit et basta. Mais en Wallonie, ça va de 4 ou même plus. J'ai déjà vu 4 semaines, souvent un mois. Comme en France, quoi. Mais je débloque parce que moi, j'avais pas trop l'habitude. Et ça fait 1 mois que la vente, elle bloque. Parce qu'après 4 semaines, le gars, il dit, j'ai pas mon crédit. La vente, elle a été bloquée. Nous, c'est même beaucoup plus long, des fois. C'est vraiment très long. Nous, une vente normale, c'est 3 mois et demi. Normal. Tu vois. Après, ça peut vite durer quand même 4, 5, 6 mois. Non, mais je veux dire pour l'acceptation de crédit. Le crédit, des fois, en fait ici, en France, souvent, le notaire, il dit, sous 1 mois, il faut que tu aies déposé un dépôt à la banque. Donc, tu as 4 semaines déjà pour déposer, tu vois, le dossier. Et après, souvent, c'est entre 1 et 2 mois pour que tu puisses prouver que tu as une offre de prêt ou pas. Et franchement, en Belgique, je sais pas si c'est pareil, mais en France, les banquiers, ils ont à peu près 11 semaines de congés payés par an.
Tu vois, donc ça veut dire que déjà l'été, en juillet, en août, c'est très difficile d'avoir une offre de prêt. C'est mort. À Noël, c'est mort. Quand il y a des jours fériés au mois de mai, etc., c'est mort. Donc en fait, tu as déjà quasiment 2 mois et demi de l'année plein où ils peuvent quasiment pas t'éditer parce que t'as pas d'interlocuteur et il se passe même pas les relais dans les banques et tout. Donc c'est horrible. Franchement. C'est horrible pour le vendeur. Mais pour tout le monde. Parce que même quand t'es acheteur, des fois t'es pressé. Tu vois, t'achètes une résidence principale, t'as envie d'être chez toi. Tu dois déménager pour la rentrée, pour les enfants ou quoi. Tu vois, t'es pressé. Et en fait, t'es tributaire de plein de choses. Le délai de la mairie, bon, des fois c'est 2 mois. La mairie a 2 mois des fois pour répondre. Nous, on a 1 mois. Voilà. Nous, c'est 1 mois le délai de préemption classique, mais le préemption renforcé quand c'est par exemple un secteur patrimonial ou autre, c'est 2 mois. Tu vois. Donc 2 mois. Toi, tu as 1 mois pour faire tes démarches, 1 à 2 mois pour plus obtenir après l'offre de prêt. Si ça traîne, tu vois. Voilà. Donc, et je parle pas là s'il y a un problème sur l'immeuble ou quoi, tu vois. Je parle juste un truc sans problème, quoi. Chez nous, c'est aussi comme ça, c'est que je parle pas dans des achats à vente, des ventes normales. Souvent, des biens, ils se mettent en vente et c'est vendu en une journée. Parce qu'ils disent, par exemple, offre à partir de 400 000 et la maison, elle se vend souvent 450 000. Oui, parce qu'il y a un système d'enchères. Oui, mais les gens qui participent, ils ont déjà fait leur devoir avant chez la banque. Et la banque, elle a dit, vas-y, on te suit. Et après, là, ils gagnent du temps après le compromis. Nous, ça se fait pas ici, tu vois. Nous, t'as un prix, c'est le prix max. Et si tu fais une offre, c'est forcément en dessous. C'est très rare que les gens... Alors, ça arrivait un peu, mais c'est très rare que les gens... Moi, je parle de 1 bien sur 30. Que ça se fait. Mais après, si ça se fait, ça dégénère. Il y a quelques semaines, il y avait une maison, elle était à vendre à 350 000. À partir de 350 000, elle est partie 470. Ah ouais, c'est énorme. Parce qu'elle était hyper bien en place. Et là, on parle pas de vente aux enchères, on parle d'un bien qui est sur le marché. Bien qui est comme ça, c'est pas enchère. Et non. Et alors, la pire des opérations que tu as faites, c'est quoi? La pire des opérations, c'est que ça, c'était dans la période Covid, fin Covid, parce que pendant le Covid, on vendait tout. Et là, c'était la fin du Covid, et là, on a exagéré. Une grosse villa, je pense, en mètres carrés habitable, je pense facilement 300 mètres carrés. Piscine, et à la fin de l'histoire, on a perdu 30 000 euros, parce qu'on n'arrivait pas à la vendre. On voulait Mais 30 000 euros, c'est beaucoup, parce que c'était la première fois que j'avais fait vraiment une perte. J'ai fait 2 fois une perte en immobilier, c'était une fois 10 000 euros, et là c'était 30 000 euros. Après, sur toutes les transactions, tu peux dire, c'est rien. Oui, sur le volume. Mais quand même, c'est des claques. C'est des claques qu'on reçoit. Alors ça, c'est le pire. Parce qu'on était vraiment persuadé qu'elle allait se vendre vite, comme tous les autres biens, mais c'était la fin du Covid. Et là aussi, ça c'était le dernier bien que j'ai décidé, maintenant je ne fais plus. Ah ouais, tu t'es dit, ok. Non, mais parce que là, je voyais aussi que le style de maison que nous on rénovait, beaucoup des, collègues, ils copiaient le style. Alors, dans cette période-là, il y avait beaucoup de biens qui se mettaient en vente. Style maison blanc, châssis noir, genre de parquet, telle cuisine. Tout le monde plus de concurrence, quoi. Tout le monde copiait un peu le truc. Et le moment que je suis arrêté, je voyais qu'il y a encore, même jusqu'à aujourd'hui, des biens qui sont encore toujours en vente, qui n'arrivent pas à se vendre. Parce que il y a trop d'offres. Donc, tu as arrêté, tu t'es dit... Parce que là, c'était ton activité professionnelle, tu faisais que ça. Tu te payais là-dessus, toi. Je me payais là-dessus. Et ça, c'était dans une période, quand je voulais arrêter, qu'il y a une nouvelle loi qui s'est mise en Belgique, c'est que quand on vend, et je pense que c'est déjà comme ça en France aussi, quand on vend un bien, on doit avoir un certificat d'amiante. Oui, ça fait longtemps. Nous, c'était en novembre 2022. Novembre 2022. Et là, je me suis intéressé là-dedans et je me suis lancé là-dedans. Dans les diagnostics amiante. Diagnostic amiante. C'est quoi les diagnostics obligatoires dans la vente, quand tu as la vente? On appelle ça le PEB, l'énergétique. Tu as l'énergétique, et puis... Amiante. Électricité, c'est pas vraiment obligé, dans le sens que si l'acheteur il dit c'est bon, je veux bien garder moins pour. Donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Après le reste, c'est. Plomb. Vous avez le plomb? Non. Pas de plomb, ok. Non, le sol. Étude de sol?
C'est quoi? Étude de sol? Ouais, mais c'est pas vraiment une étude. Ils ont une carte et ils voient qu'il y avait avant une pompe à essence, une usine. Ouais, les risques. Si t'es pas dans le secteur. Ce qu'on appelle l'ERP, nous, c'est l'état des risques et des pollutions. Hein. Et après, ils ont quoi encore? Ça, c'est aussi nouveau. C'est comment on dit ça? En fait, imaginons que tu as une maison et qu'à 10 km, il y a une usine. Ouais. Par exemple, il y a 10 ans, elle a pris feu. Ouais. Et le vent est venu de ta direction de ta maison. Ah, okay. Tu es dans une zone qui a eu ça. Et aussi zone inondable. Zone inondable, ok. Et il n'y a pas de diagnostic type pour le mérule, là, les champignons, tout ça? Non. On dit ça comme ça, le mazout en français. Mazout, gasoil, c'est quoi? Les cuves. Les cuves à pétrole, tout ça? Non, les chauffage. Le chauffage, au fioul, on dit en France. Ça aussi. Ça. Là, si t'as le, comment on appelle ça, c'est quoi le réservoir, c'est les sous-sols aussi. Oui. Ça doit être contrôlé. C'est pareil aussi, entretien de la chaudière. Ouais. Entretien de la chaudière en Wallonie, mais pas en Belgique, en Flandre. Ah ouais. Ok. Alors aussi, je faisais aussi des biens en Wallonie et je passais à l'acte et juste avant la signature. Ok. Et où l'être? Je dis, je sais pas moi. Mais c'est obligé. L'acte allait. Et du coup, tu as 2 notaires? Ah, moi, je travaille avec plusieurs notaires. Plusieurs notaires, ok. Okay. On est. Avant, peut-être, à l'époque de mes parents, on était liés à un notaire et voilà. Mais maintenant, si on fait des affaires de l'immobilier, dans telle ville, il y a tel notaire, dans telle ville, il y a tel notaire, t'essayes de faire plaisir un peu à tout le monde. Ouais, ok. Parce que là, j'imagine que la Wallonie, c'est différent de la Flandre. Donc, du coup, t'as les notaires, ils sont différents? Ou ils sont dans un ordre différent Non, parce que tu peux parfaitement prendre un notaire flamand pour acheter en Wallonie, et vice-versa. Okay. Juste les frais d'achat. Alors, en Flandre, si c'est ton premier bien, tu payes que 3% de frais d'achat. Ok. Si c'est ton deuxième bien, avant c'était 10%, maintenant je pense que c'est 12% et demi. Ok. Et en Wallonie, n'importe si c'est ton premier bien ou si c'est ton 10e bien, c'est 12% et demi. C'est énorme. C'est 12% et demi. Oui. Sauf quand tu es professionnel. Professionnel, c'est toujours le maximum que tu payes. Même si tu achètes pour revendre. Sauf si tu te mets en marchand de biens, tu payes moins, mais tu dois promettre de revendre. De promesse. Tu revends. Tu revends sous X années. Oui, parce que comme en France. En Belgique, c'est comme ça. Si tu achètes un bien et tu le revends dans les 2 ans, tu récupères 60% des frais. Ok, 60% des frais. Donc tu payes que 5%. Ça te revient à 5%. Au lieu de 12. Imaginons que tu as payé 10 000 euros de frais. Si tu le revends dans les 2 ans, bien sûr, tu retouches 6 000 euros, des 10 000 par exemple. Ouais, ok. Cool. Ça, c'est... Donc tu les avances quand même. Tu les avances. Mais en tant que marchand de biens, tu n'es pas obligé de les avancer. Ah, tu n'es pas obligé de les avancer. Ok, c'est comme. Mais il faut en faire un minimum autant dans autant d'années. Voilà. Ok. Si tu le fais pas, après tu te fais allumer aussi. Ouais, d'accord, ok. C'est intéressant de voir les différences entre le fonctionnement français et c'est pour ça que moi, en fait, j'habite vraiment à la frontière de Flandre-France. En fait, il y a ma maison, il y a la rue. Devant ma maison, il y a un champ. Ça, c'est la France. Ah ouais. Et mon voisin, c'est Wallonie. Et moi, j'habite en Flandre. J'habite vraiment dans le... Un triangle, quoi. Dans le triangle, ouais. Alors, il y a beaucoup des Wallons qui viennent habiter en Flandre, juste pour ça. Ok. Ouais. Par contre, le prix de l'immobilier, c'est le même? À peu près Ouais, plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. Ok. Ouais, j'imagine que là, sur un secteur petit, quand même. Plus ou moins. Ok. Donc là, tu t'es mis à faire des diagnostics amiante. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu as arrêté l'achat-revente que tu t'es dit, je vais acheter pour moi, pour du locatif? Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même un parc de plusieurs dizaines de biens. Ouais. T'en as combien? Quarantaine environ. Quarantaine. Ouais. Tu l'as construit à partir de quand, ce parc? En fait, en 2008, j'avais déjà acheté 1 ou 2 biens que j'avais gardés en location. Ouais. Et en fait, j'avais fait ça comme ça et je sais même pas pourquoi je le faisais. Ouais. Et ensuite, en 2015, 2016, là, je me suis dit, vraiment, il faut que je pense à plus tard. Peut-être que j'en achèterai un par an. Okay. Après, là, j'en ai acheté un, j'en avais 3. Je dis, mon rêve, c'est d'en avoir 5. Ouais. Tu vois, 5, c'est... Ouais. Et après, tu tombes dans le truc et tu en as 5. Et après, tu dis, mais 10, c'est impossible. Ouais. Essayons d'aller à 7. Et après, au fur et à mesure, plus loin. Et maintenant, sur une quarantaine de biens, souvent, je me dis, j'en veux plus. J'ai des potes qui ont 250 biens en location. Okay. Et il faut encore, 250, il faut encore un business à côté en plus. Alors, tout ce qui tombe tous les mois. Ouais. Et c'est vrai, l'argent fait l'argent. Ouais. Parce que
si tu as plusieurs biens en location et tu as le cash flow, tous les mois, tu économises une certaine somme et après, avec ça, tu sais reacheter. Mais au plus que tu en as, au plus que la somme tous les mois allait. Et bien sûr, c'est une question de volume. C'est le début qui est difficile. Et après, une fois que tu as dépassé les 5-6 biens... Et comment tu sélectionnais tes biens au début? Comment tu les faisais financer? Je finance toujours parce que quand c'est en location, quand je pars en 2008, là, on était à 110% qu'on pouvait avoir, mais après, ça a vite changé. Ouais. Je pense à partir de 2013-2014, ça a changé. Là, c'était toujours 80% qui finançaient. Okay. Alors, moi, je finançais les 80% plus une somme pour les travaux. D'accord. Ok. Voilà. Le reste, je mettais moi-même. Ok, donc tu mettais 20% d'apport, mais que sur l'acquisition du bâti que tu achetais en l'état. Ok. C'est quoi comme type de bien que tu as acheté en premier? C'est tous des maisons, comme je disais, des maisons de rangée. Ça n'a pas changé? Non. Okay. Et ça, c'est la meilleure des choses parce que je les achète 40, 50, 60 000, peut-être 80 000. Ah ouais. Après, je fais pas super beaucoup de travaux parce que t'as pas énormément de travaux à une maison comme ça, mais je le fais bien. Alors, je mets des panneaux solaires, je mets la clim réversible, change les châssis, cuisine tout neuf, les écoutages, tout est neuf. Et après, ça se loue très facile. Parce que le moment que j'achète, bien sûr, moi, je suis pas c'est pas un petit village, c'est pas une grosse ville, c'est entre deux. Et les gens, ils me connaissent un peu. Alors, quand je suis près d'une maison ou qu'ils me voient que je rentre et sors beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, tu vas mettre en location. Ouais. Et la demande, elle est vraiment haute. Okay. Alors, même avant que je commence à une maison, j'ai déjà des candidats. Ok. Alors, ça m'arrive que, par exemple, j'ai une maison que je dis, celle-là, 650, je la loue 650. Mais pendant le processus des travaux, j'ai tellement une demande que je dis, on va essayer 750. Okay. Et là, elle part aussi. Ok. Voilà. Tu peux nous donner justement des exemples de, tu vois, un projet type, combien tu achètes, combien de travaux, donc combien ça te revient et combien tu loues? J'avais une maison et à côté, il y avait une vieille dame qui habitait là. Malheureusement, elle est décédée. Son frère, il m'a contacté, il me l'a vendu 42 000. Okay. J'ai acheté 42 000. Une petite maison avec une petite cour de 3 mètres carrés. C'est une maison qui fait combien en surface, à peu près? Surface sol? Ouais, non, surface habitable et nombre de chambres. Je pense même pas 100 mètres carrés. 100 mètres, et de chambres, quoi? 3? Là, j'ai 4 chambres. 4 chambres, ok. 4 chambres, okay. 4 chambres. Après, c'est trop 4 chambres. C'est trop 4 chambres pour une petite maison comme ça, mais le gars qui loue maintenant, il a mis un dressing et un genre de bureau. Et là, j'ai investi, je pense que c'était à peu près 47 000. Travaux? De travaux. Ouais, de travaux, ouais, donc t'as refait pas mal de choses quand même. J'ai tout refait. T'as tout refait. Tout. Parce que j'ai pas envie de faire des choses à moitié, que je loue et après 3 mois, les locataires, ils m'appellent, ça, non, j'ai pas envie. Ouais. Je veux être tranquille. Pas très cher le coût des travaux là, pour le coup, 500 € du mètre carré. Non, mais par exemple, moi, j'ai mis moi-même les châssis. Dès que j'ai un peu de temps. Les châssis, c'est les menuiseries, les fenêtres. Dès que j'ai un peu de temps, je change d'habit, je prends ma camionnette et j'y vais. Oui, donc tu fais quand même pas mal de travaux. J'ai pas peur pour salaire même, en fait. C'est ça. Ou n'importe. Et t'arrives quand même à le gérer, à avoir le temps. Oui, parce que du coup, t'es flexible quoi, dans ton emploi du temps. Je suis super flexible. Comme par exemple hier aussi, j'ai rien mis dans mon agenda et j'ai été mettre des comment on dit ça, des ferrailles avant qu'on coule le béton sur un autre chantier. Et après, donc je suis content que j'ai réussi. Oui, t'as le plaisir aussi de faire c'est le plaisir. Mais je pourrais payer quelqu'un pour le faire. Mais après, j'ai un atelier avec tout ce que tu peux t'imaginer comme machine. J'ai tout. Okay. Alors, j'aime bien faire des trucs moi-même aussi. Tu peux tout faire. Bon, après, c'est ton premier job aussi, tu vois, de faire dans le bâtiment et d'exécuter. Donc 42 plus 47. Ça fait. Les frais de notaire? Non, tout est compris. 42 frais de notaire inclus? Non, 42 c'était le prix d'achat, mais dans les 47 j'ai calculé le frais de truc. Ok, les frais et les travaux. Et on est dans combien? 89. Donc c'est 89. 89. 89. Ok. 89 000 et tu loues ça? 750. Ok. Ouais, donc c'est bien. Je pense que j'ai un crédit de 300 été. Ah ouais. Ouais, c'est cool. En fait, chaque bien que je loue, c'est toujours avec un certain cash flow. Ok. Je pense que la plus mauvaise affaire que j'ai en location, c'est peut-être que je touche 100 € par mois en plus. Ok. Après, j'en ai que je paye 200 € de crédit et je rentre et c'est loué à 800. Ok.
Tu dis que c'est une mauvaise affaire parce que tu fais moins de cash flow? Ouais, parce que dans le cash flow, après, à la fin de l'année, tu payes taxe foncière. Ouais. Tu payes ton assurance, tout le truc. Et à la revente, comment ça se situe là, tu penses? Ces maisons là qui te reviennent à 89. Cette maison-là, par exemple, je la revends demain 165, 170, quelque chose comme ça. Ouais, donc tu fais vraiment des sacrées affaires parce que t'achètes, ça te revient quasi 2 fois moins cher que le marché, quoi. Ouais. Mais l'avantage, c'est que, et ça c'est un phénomène que si c'est chez moi ou si c'est ici à Toulouse, je pense que celui qui décide en premier, c'est le gagnant. Et je veux dire ça comme ça, c'est le bluff qui te fait gagner parce que plusieurs biens j'ai déjà acheté. Que je dis, c'est bon, pas besoin de crédit, j'achète. Et que une fois signé, je suis dans ma voiture. Merde, comment je vais faire pour acheter ça? Je dois pas voir la banque. Moi, je l'ai vécu plein de fois, ça. Alors, plein de fois. Alors, mais là, j'ai gagné. Voilà. Ou souvent, des gens, ils m'appellent et ils disent, vous êtes intéressé, mais je sais que si je dis, attends, je vais réfléchir, ils vont appeler un autre gars et c'est bon. Alors, comme que j'achète toujours dans la ville que j'ai grandi, j'ai pas forcément besoin d'y aller. Tu me dis la rue, tu me dis le numéro, je sais de quel côté que c'est. Je sais que tel numéro, là, ils ont un petit jardin, les autres, c'est un grand jardin. Je connais vraiment ma ville presque par cœur. Mais moi, je me demande, sur ces budgets-là, quel est l'intérêt des gens d'aller louer, quoi? Parce qu'à 300 € de mensualité... Et personne va trouver une maison à ce prix-là. Ok, donc c'est vraiment ton réseau qui fait la différence. Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, la relation propriétaire-bailleur et locataire en Belgique? Est-ce que ça se passe bien? Quelles sont les règles? Quels sont les différents types de baux? Est-ce qu'il y a la location meublée ou pas? Location meublée, non. Ça existe chez nous, mais je ne fais pas. Toi, tu fais pas, mais il y a un statut quand même location meublée? Je sais même pas. Je sais même pas. Ou c'est pareil, la fiscalité? Si, il y a des locations saisonnières, par exemple à la mer, des apparts, des studios où c'est meublé, ça. Mais à longue durée, non. J'ai pas d'expérience là-dedans. Mais la relation propriétaire et locataire, ouais, bien. Avant, je louais des maisons et au début, j'étais tellement content que la maison était finie, je la louais à n'importe qui. Alors, même, je faisais même pas de bail, je faisais confiance à tout le monde. Je prenais une feuille. Moi, je loue à toi, tel prix, allez, ciao. Mais après, quand il y avait des emmerdes, c'était la cata. Et ça fait que quelques années que je me laisse un peu guider par des agences qui font que ça, les locations, ils font le bail, l'état des lieux. Donc tu sous-traites ça quand même? Je donne. J'ai pas le temps pour faire ça. Et voilà. Mes relations propriétaire-locataire, ça va bien. Si tu choisis vraiment bien tes locataires. Avant, je donnais à tout le monde et j'ai eu beaucoup de soucis. C'est quoi les démarches justement en cas d'impayé, par exemple? Quelqu'un qui paye pas? Je pense que c'est après 2 mois, tu peux aller au juge de paix. Et là, ça va vite quand même après derrière? Ça dépend aussi. Parce que en Wallonie, en différence de la Flandre, en Wallonie, il y a comment on appelle ça, trêve hivernale. Comme en France. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai bloqué. Parce que j'avais un bien en Wallonie que je louais et l'agent immobilier dit mais tu pourras pas sortir. On est en décembre. Je dis décembre. Et alors? Ah non, jusqu'à mars, avril. Et le mec, il savait. Alors, il payait pas. Et en avril, il partait. Ça, c'est... Après 2 mois. Ok. Et il y a des garanties, des assurances, garantie loyer impayé, par exemple? Ça a changé parce que d'abord, c'était 2 mois en Flandre. Et maintenant, ça a été à 3 mois. 3 mois de garantie. Ok. 3 mois. Plus l'agence que tu avais. Alors, quand tu dis 3 mois de garantie, c'est lui, il te donne un dépôt de garantie 3 mois d'avance? C'est le locataire, c'est ça? Et alors, pour un locataire, ça vient assez cher. Il doit payer d'abord le mois de location. Imaginons que c'est en 800 €. Il doit payer les 800 €. Et ensuite, il doit payer 2 ou 3 mois. Après, c'est le propriétaire qui choisit. Moi, je suis quelqu'un... Moi, je sais que 3 mois, c'est déjà chaud pour débourser. Je dis, allez, c'est bon, 2 mois. Alors, 2 mois, ça veut dire qu'il doit bloquer 1600 € encore sur un compte que l'agence a dit. Donc ensuite, là, c'est bloqué sur un compte séquestre de l'agence. Et même après autant d'années, ça génère des intérêts et il prend des intérêts là-dessus. L'agence? Non. Le locataire. Le locataire. Ah oui, d'accord, ok. Imaginons qu'il a loué 10 ans et c'est un compte qui génère des intérêts. Qui génère des intérêts. Et ensuite, il doit payer l'agence. Il doit payer aussi l'état des lieux. Et moi, en tant que propriétaire, je paye aussi une partie là-dedans. Et après, ça dépend de l'agence. Quel arrangement que tu as. Mais est-ce que, quand je disais, donc ça c'est dépôt de garantie, tout ça, quand je disais garantie loyer impayé, est-ce que toi, en tant que propriétaire,
tu peux souscrire à une assurance qui te garantit de te payer les loyers à la place du locataire s'il paye pas. Je me suis jamais informé là-dessus. Okay. Non. Des trucs comme ça, j'évite parce que tous les mois, ça te mange un peu d'argent. Ouais. Mais si tu sélectionnes tes locataires déjà bien du début, ça t'évite des trucs comme ça. Après, les locataires, 70% des locataires, ils montrent leur meilleur bien au début. Mais après, j'ai déjà eu des locataires qu'au début, c'était un super bon feeling. Et une fois que tu as donné la clé, et la semaine d'après, tu dois les appeler pourquoi ils te parlent comme un chien. Après, voilà. Ouais, c'est l'être humain, quoi. Ouais, on sait jamais savoir. Mais la sélection, c'est très important. Et même moi, les gens qui me contactent pour louer un bien, je leur dis, voilà, ça c'est le numéro de téléphone de tel ou tel, appelle et elle va te screener. Et parce que moi, j'ai pas toujours envie de demander, envoie-moi les fiches de paie et tout. L'agence, elle fait comme qu'elle fait, que voilà, c'est un client comme un autre. Et après, elle m'appelle pour dire, c'est un peu chelou et tout. Après, moi, je les laisse gérer avec ça. Mais les gens qui viennent me voir, je les envoie toujours vers l'agence. D'accord, ok. Après, il n'y a rien de mauvais à ça parce que les gens, ils s'en foutent s'ils doivent gérer avec moi, avec l'agence. Ils sont déjà contents qu'ils ont la première opportunité. Parce que si moi, par exemple, je mets un bien en location, même si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, tu as tout de suite 30-40 candidats. Eh oui. Alors, c'est pour ça, ils sont déjà contents que moi, je leur ai donné le fiat pour dire, va à l'agence et ça va bien s'arranger. Alors, eux, ils ont passé devant tout le monde. Eh oui. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, c'est vraiment la course pour réussir à avoir un bien. Pour louer. Pour louer. C'est vraiment la galère. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que tous les 2 jours, je reçois un appel des gens que je connais même pas. WhatsApp, t'as rien à louer. Et les gens, ils sont de moins en moins difficiles. Ils veulent un toit. Il y a combien d'habitants dans la ville dans laquelle tu investis le plus? Un petit 40 000, 38 000 peut-être. C'est une bonne ville, une petite ville moyenne, quand même. Ok. Il y a un fichier de mauvais locataires en Belgique ou pas? Ça existe? Non. Tu peux pas savoir. Non. J'aimerais bien si ça existe. Non. Ok, ça c'est cool, je trouve, tu vois, comme principe, parce qu'il n'y a pas de raison que... Ça existe en France? Non, ça n'existe pas en France. Non. Alors là, en France, c'est loin. C'est un peu de discrimination, je pense aussi, non? Ouais, mais bon, tu sais, en Amérique du Nord, tu as une note de crédit. Donc chacun, tu vois, aux États-Unis, au Canada, tu as une note de crédit score. Et donc, du coup, ça te dit si tu es un bon payeur ou un mauvais payeur. Si tu rembourses bien tes cartes de crédit, si tu rembourses bien ton crédit voiture, ton crédit IMO, etc. Et donc, tu sais si le mec en face, c'est un bon payeur ou un mauvais payeur. Déjà, c'est un bon indicateur, tu vois. Parce que si le gars, il arrive jamais à rembourser ses crédits, qui te dit qu'il va payer ton loyer. Tu vois. Donc, c'est un bon indicateur, je trouve. Et il y a des pays, je sais qu'il y a des pays, alors j'ai oublié lesquels, mais où il y a vraiment une liste des mauvais locataires payeurs. Tu vois, des mauvais payeurs locataires, pardon. Donc, chez nous, il y a la liste noire. Ça s'appelle la liste noire. C'est une liste noire, c'est que si tu as fait des conneries avec les banques et tout, que tu n'as plus payé tes crédits ou qu'ils ont dû saisir quelque chose, là, c'est la liste noire. Mais même moi, mais s'ils n'ont pas payé des propriétaires, les propriétaires ne peuvent pas le déclarer quelque part. Non. Après, il y a toujours un peu le côté humain que moi, je suis assez dur avec tout le monde, mais moi je trouve que s'il y avait une liste où que certaines personnes sont affichées qu'ils n'ont pas bien payé, si on suivrait toute cette liste, les gens ils sont à la rue. C'est vrai. Après il faut trouver quand même, faut quand même trouver une solution pour ces gens-là. Tu as raison. Après, voilà, je dis ça. Mais bon, moi, à chaque fois que j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un, je me suis toujours fait niquer. Ouais, mais ça, c'est ça. Franchement, au bout d'un moment, c'est ça le truc. Voilà, les gens, ils ont moins de scrupules que toi, donc des fois, ça va d'en avoir un peu. Mais... Et les gens, ils profitent. Voilà. Les gens, ils profitent parce que maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder tous les mois les loyers qui rentrent. En plus, j'ai une application que je mets tout dedans. Une application qui est spéciale pour les propriétaires avec plusieurs biens. C'est quoi? Landlordy 2, ça s'appelle. Je pense que j'ai payé $100 et c'est bon, ça fait déjà 4-5 ans que je l'ai. Et avant ça, j'avais un locataire et je l'entendais pas. Il se plaignait pas. J'ai pas beaucoup de locataires qui se plaignent, mais ils se plaignaient pas et tout. Et moi, je faisais mes trucs. Et tout d'un coup, je dis, je vais faire contrôler les loyers. Ça fait déjà 6 mois qu'il n'avait pas payé. Ah ouais, t'avais pas vu ça. Et le mec, il s'est dit, s'il dit rien, tant que ça passe, ça passe. Après, il a galéré pour rattraper, t'imagines, pour rattraper. Après, il sort des excuses bidons. Pour ça, dès qu'il y a un impayé, il faut être dès qu'il y a un impayé, maintenant, je suis vraiment sur le truc. Je les envoie, j'envoie des messages. Et c'est pour ça que j'investis pas trop loin de où j'habite. Parce que dès qu'il y a un souci, dans 1 heure, je suis à ta maison. S'il y a un problème, j'ai toujours. Moi, je suis pas un propriétaire qui. Tu vas l'appeler pour un problème et que ça va durer 2 semaines ou 2 mois que tu dois devoir envoyer des lettres. Non, tu m'appelles ce matin pour le problème. Ça va être géré avant que tu vas dormir. Alors. Oui, mais bon.
Ça, malgré tout, des fois, les gens ne s'en rendent pas compte et c'est pas pour autant qu'ils vont te payer à l'heure. Non, mais moi, allez, maintenant, tout le monde me paye. Tout le monde. Et ça m'arrive qu'il y a des locataires qui m'appellent, ils disent, un peu la galère, ça te dérange pas que j'attends 4 jours pour Après, si ça c'est bien, la démarche elle est je dis il y a pas de problème, tu vois, mais il y en a aussi qui profitent. Et là par exemple, j'ai un exemple, je vais pas citer son nom, mais il va pas écouter le podcast de toute façon, mais c'est quelqu'un que je connais et il avait besoin d'un garage et je lui loue un garage assez grand parce qu'en fait il y a indépendant, c'est un plafonneur plâtrier, je sais pas ça comme ça. Alors c'est un garage qui fait l'équivalence de 3 garages, un petit atelier, et il devait bouger de l'autre côté où il était parce qu'ils allaient là-bas pour mettre des apparts, bref. Et il m'est venu me voir en dernière minute. Je l'ai dépanné, mais ça fait déjà 1 mois qu'il occupe. Il paye pas le loyer. Et c'est quelqu'un que je connais. Et chaque fois, il dit... Alors, c'est pour ça aussi une leçon que j'ai appris. Pas trop louer à des gens que tu connais, des trucs comme ça. Parce qu'après, lui, il se dit, mais on se connaît déjà 20 ans, ça vient pas. Mais les locataires tous les autres garages, ils payent et toi, tu payes pas, tu vois. Si tu fais ça pour tout le monde que tu connais depuis 20 ans, tu deviens juste le bon samaritain, quoi. C'est tout. Et c'est ça. Souvent, j'évite pour louer à des gens que je connais, mais lui, il était vraiment dans la merde et je le dépanne, mais voilà. Même ce matin, j'ai encore envoyé un message avant que je prenais l'avion et il répond pas. Alors, on a rien à foutre. Mais après, c'est possible que la semaine prochaine, je mettrai tout à la rue aussi. Voilà. Non, mais en plus, pour les garages, pour le coup, c'est plus facile. Ça doit être moins chiant que de virer un mois de préavis. Un mois de préavis, tu dois donner. Puis là, pour les impayés, il n'y a pas la trêve hivernale, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, tu t'en fous, quoi. Ça va vite, quoi. Ok. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur ton parcours, quelque chose que tu aimerais partager, tu vois, qui servirait aussi aux auditrices et aux auditeurs? C'est malheureux à dire, mais les investisseurs immobiliers, ils s'enrichissent, on dit ça comme ça, de le malheur des autres. Et je vais donner un exemple, que moi j'ai aussi fait partie, bien sûr, je suis pas gêné pour dire ça. Il y a quelques années, je reçois un appel de quelqu'un qui me donnait souvent des informations, et il me disait, gars, là aujourd'hui, ils vont saisir, ils vont rentrer dans une maison. Le gars, ça fait déjà très longtemps qu'il ne paye pas son crédit. Ils vont saisir. Aujourd'hui, ils ont déjà été avec les serruriers, mais ils étaient partis au boulot. Ils ont été avec les serruriers. Comme ça, ils ont une clé pour faire des visites parce qu'elle va passer en vente publique. Mais le gars, sûrement qu'il avait déjà eu des lettres et tout, mais il ne savait pas qu'ils allaient rentrer ce jour-là à sa maison. Et je savais qu'il travaillait jusqu'à 5 heures. Parce qu'après, si je reçois des informations comme ça, je téléphone de tous les côtés pour savoir c'est qui la personne, tac. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Je l'appelle, je dis, gars, je suis telle personne, j'aimerais te parler. Et lui, il dit, mais pourquoi? Je dis, tu verras ce soir. Alors, il dit, ok, c'est bon, j'habite là, mais je savais où il habitait. Et je dis à lui, tu travailles jusqu'à quelle heure? Il dit 5 heures. Je rentre à 5h30. Et j'étais à 6h moins quart. Je sonne à sa porte, le mec était dépité parce qu'il avait vu qu'ils avaient rentré dans sa maison et tout. Il avait même dû aller sonner à la voisine parce qu'elle avait une clé, il n'arrivait plus à rentrer. Il dit, mais tu veux quoi? Parce que je lui dis, gars, je sais que tu es dans la merde. Je sais que tu payes pas ton crédit. Je suis là pour t'aider. Je vais acheter ta maison. Et je savais que, je m'avais fait renseigner qu'il devait encore 35 000 euros de crédit à la banque. Je dis, gars, je t'achète ta maison 35 000 euros. Mais le mec, sur le coup, il m'a dit, ok, c'est bon. Comme ça me libère de tous les problèmes parce que, gars, alors je l'ai fait signer. J'ai tout de suite enclenché le dossier et contacté sa banque aussi pour dire, regarde, moi j'achète. Tu l'as fait signer sur place. Arrêtez le truc, arrêtez la procédure, c'est bon. Et on avait signé pour 35 000. Et le truc, moi je savais même pas, c'était qu'en fait c'était 2 maisons. Ah oui. Pour 35 000. Ah oui. En fait c'était une maison avec un jardin. Et derrière les jardins, il y avait un autre jardin avec une autre maison dans une autre rue. Mais lui, il avait vendu tout à moi pour 35 000. Ah oui. Alors. Mais après, moi, je lui ai trouvé une autre maison louée. Je l'ai aidé à déménager. Mais après, à la fin de l'histoire, j'ai vendu les 2 biens au total. Et vraiment, sans faire de la pub, je pense que j'ai vendu la maison derrière pour 60 et la maison devant pour 75. Ah ouais. Bon, ça coûte quand même pas très cher les maisons chez toi. Non, parce que c'est des maisons carrément à rénover. Et ça j'ai vendu à des investisseurs aussi pour rénover, pour revendre en fait. Mais moi je voulais vraiment pas me casser la tête. Mais j'aurais pu rénover et revendre. Toi, là, et prendre un plus grand billet. Mais là je l'ai fait tout direct. T'as fait ta plus-value à l'achat et ça t'a pas pris beaucoup de temps. Donc, ok.
Et ça va très vite, des trucs comme ça. Après, oui, alors tu as raison, c'est sur le malheur des uns, mais en même temps, tu leur rapportes une solution. Hein. Je veux dire, tu peux pas être responsable des galères qu'a eu le mec dans sa vie et de tous les gens qui t'achètent. Par contre, effectivement, toi, t'es quand même quelqu'un qui a le mérite de lui apporter une solution. Ouais. Alors oui, ça peut paraître un peu cavalier de dire, OK, on achète, mais au final, le mec, il est content. Moi aussi, ça m'est arrivé d'acheter une maison. Parce que je le croise encore souvent, il est content. Ouais. Il est content. Ça m'est arrivé aussi qu'il y a pas longtemps. Je sais pas comment on appelle ça chez vous, le CPAS. Chez nous, c'est les services sociaux. Ouais. Il y en a pas mal chez nous, tu sais. Donc, en fait, c'est comme ça en Belgique. Si tu veux avoir droit à une maison sociale, tu ne peux pas avoir un bien. Ok. Ça, c'est le deal. Okay. Même si t'as un garage. Tu peux pas être propriétaire. Tu peux pas être propriétaire de n'importe quel bien. Même si tu peux rien avoir. Pour avoir un logement social, quoi. Pour avoir un logement social. Okay. Et, un jour, je reçois un appel de quelqu'un que je connais vraiment pas, des services sociaux. Et elle me dit, voilà, j'ai entendu que vous achetez des maisons. J'ai une maison là. Et en plus, la maison, elle s'est située à 200 mètres de chez moi. Coïncidence. Et, elle me dit, gars, là, on a un monsieur, il y a une maison, mais voilà, il y a eu un petit feu et elle est vraiment pas bien entretenue, la maison, et ils doivent la vendre parce que sinon, il n'y aura pas droit à ce logement social. Et je dis, ouais, c'est où? Elle dit, ouais, telle rue. Et je dis, ouais, mais on est dans quelle fourchette de prix? Elle dit, gars, si on a 38 000, c'est bon. 38 000. 38 000, je dis, OK, j'étais sur l'autoroute, j'étais à 20 km, je dis, j'ai tout de suite pris la sortie, j'ai retourné, j'ai été voir la maison, je dis, ah ouais, celle-là des maisons, je les rappelle, je dis, c'est bon. Okay. 38 000. Et tout le monde était content parce que moi, je me suis fait une maison en 3 façades, 38 000. Lui, une fois que le compromis était signé, ils avaient commencé les démarches pour mettre son logement. Et moi, j'avais déjà tout de suite un acheteur derrière. Alors, des trucs comme ça, des histoires comme ça, j'en ai plein. Parce que... Mais bien sûr, de moins en moins, il y aura des maisons comme ça. Eh oui. Parce que le parc se rénove aussi. Le parc se rénove. Et par rapport à il y a 10 ans, les gens, comme que je disais, ils sont surinformés et ils connaissent un peu les prix. Et tout le monde veut être un marchand de biens maintenant. Tout le monde veut acheter une petite maison et rénover et revendre. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, tu as fait de belles affaires. Bravo. Parce que franchement, c'est des petits prix au départ, mais bon, finalement, les marges, elles sont pas petites pour autant. Tu vois, tu fais quand même des belles marges et tout. Donc, moi, je suis content, en fait, avec 200, 300, 400 euros par mois en cash flow par maison. Après, si tu en as plusieurs, ça te génère un salaire, en fait. Et l'imposition, là, sur les revenus locatifs, c'est quoi? Alors, t'as tout racheté à titre personnel? Ouais. Ça, c'est un sujet qu'une fois par an, ils rejettent ça dans le journal, c'est qu'ils veulent taxer les propriétaires et tout, mais maintenant, t'es que taxé sur le revenu de taxe foncière, en fait. Imaginons que c'est 400 euros, c'est un pourcentage là-dessus. Donc, si tu as 400 euros de taxe foncière, je pense que c'est fois 1,4 que tu es taxé sur cette somme. C'est pas cette somme que tu payes, mais tu es taxé sur une somme de ça. Mais les revenus, peu importe le montant des loyers que tu encaisses? Mais non. Si. Et c'est ça le sujet en Belgique, c'est un des seuls pays c'est incroyable, ça. Et l'Europe, ils mettent la pression sur la Belgique. Les gars, vous êtes les seuls qui et bien sûr, il y a beaucoup des multipropriétaires en Belgique et tout le monde est un peu contre ça. Mais là, maintenant, il y a eu les élections et ils veulent remettre ça sur table et voilà. S'ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est pas bien. Pour nous. Oui, parce que encore une fois, tout dépend de ton référentiel. Toi, tu as un référentiel qui est quasiment pas d'impôt. Ils veulent taxer tout le monde qui a au-dessus de 3 biens, je pense. Ok. Tout le monde qui a un bien, par exemple, tu as ta maison, après tu as un petit appart à la mer ou à la campagne, là, ils vont te laisser tranquille. Mais si tu es vraiment... Si tu en fais une activité semi-professionnelle. Merci en tout cas pour ton partage. C'était très cool. Plaisir. Et il y a un endroit où on peut te suivre. Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Tu partages des choses peut-être encore toujours les gens ils peuvent me suivre. C'est un compte privé, mais en fait, je partage pas super beaucoup de choses. Je suis plus le gars qui regarde les comptes Instagram. Mais juste mon nom, Geoffrey Mine, c'est tout. Et voilà. On mettra le lien dans la description de l'épisode.
Bon, merci beaucoup Geoffrey d'avoir fait le déplacement déjà merci de Belgique jusqu'à Toulouse. Ouais. C'est la première fois que tu viens à Toulouse? C'est la première fois. C'est une super belle ville. Ouais, c'est joli. Hein. Beaucoup de travaux, mais c'est chouette. C'est une très belle ville. C'est énorme. C'est une grande ville en fait. C'est allez, je le dis, la 3e ville de France bientôt. Après, j'ai fait un peu des recherches sur Wikipédia. Aujourd'hui, officiellement, c'est la 4e, mais c'est au prochain recensement là qui va être officialisé, je pense, ça sera devant Lyon. C'est qui passe devant? C'est Lyon qui est 3e aujourd'hui. Mais Lyon, la croissance démographique, elle est assez flat. Et alors que Toulouse, tu vois, il y a une grosse croissance qui pousse assez fort. Donc là, je pense c'est Paris, après t'as Marseille. Là, ça va être Toulouse, Lyon et Nice. Voilà. Nice, Nice, c'est la 5e ville de France. Très belle ville. Très belle ville. Très belle ville. C'est l'architecture et tout. Puis là, t'es au cœur de l'architecture de l'histoire de Toulouse, quoi. Voilà. Mais il y a de la brique comme ça chez toi, là. Mais c'est pas tout à fait la même couleur et tout, mais il y en a. On a ça aussi. Bon, écoute, merci encore Geoffrey, puis à très bientôt. Au plaisir de te recroiser par là. Merci beaucoup. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.